sous le nom de Le Potager de Chat. Je vous invite à venir suivre mes aventures dans l'aménagement d'un nouveau potager où je vous partage du coup ses réussites comme ses échecs. Ensuite, j'ai un potager qui fait à peu près 1000 m², donc vraiment tout nouveau, avec une serre de 90 m² que j'ai installée au printemps dernier. Et pour ça, je vous laisse sur une petite vidéo pour vous montrer un petit peu. Je suis très autodidacte, j'aime lire, ce qui m'a permis d'apprendre et de pouvoir avoir des connaissances pour réaliser mon propre potager, ainsi que la transformation de mes récoltes en bocaux. Ce que j'aime dans la permaculture, c'est la diversité de ses tâches. Ça me perturbe trop le goût, là, sinon, peut-être si vous voulez voir. Je suis désolée. Donc, ce que j'aime dans la permaculture, c'est la diversité de ses tâches. On ne s'ennuie jamais, il y a toujours plein de trucs à faire, aucun jour se ressemble. Et jusqu'à présent, l'écologie n'intéressait personne. Du coup, la page elle tourne, et du coup, ça. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas très à l'aise à l'oral, donc voilà, c'est un début, et encore moins quand. Je vais poser une question. La permaculture, qu'est-ce que c'est la différence avec la culture? Alors justement, je vais y venir après. Tu vas y arriver. Ouais, ça marche. Donc je disais que l'écologie jusqu'à présent elle n'intéressait personne et que la page elle tourne et qu'aujourd'hui on s'intéresse davantage à l'environnement, surtout aux conséquences que cela a autour de nous. Et c'est toujours quand il y a un problème qu'on finit par s'y intéresser. Alors heureusement, la nature qui nous entoure est forte et courageuse. Elle affronte tout ce qu'on lui fait subir chaque jour. Et malgré les difficultés de la vie, elle se relève encore plus forte. Elle est vraiment très résiliente et c'est vraiment pour ça que je l'admire et je trouve que c'est vraiment un exemple. Alors c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, devant vous, afin de vous transmettre et de vous partager ce que j'aime avec bienveillance. Alors j'ai fait la rencontre du coup de Vanessa et de Gaëlle, deux passionnés travaillant à la Grande Pépinière. On a longtemps échangé autour d'une même passion, le végétal. Ils m'ont gentiment proposé de venir échanger avec vous autour de la permaculture. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment la permaculture. Et ensuite, je vais terminer par vous expliquer comment on réalise ces semis. Et je vais vous faire une petite démonstration en même temps. Alors tout d'abord, je ne prétends pas tout savoir sur la permaculture, parce que le domaine est vraiment très vaste et complet. Et il est en constante évolution. Mais je vous partage les bases pour comprendre, afin de débuter chacun son potager le plus simplement possible. Et surtout en travaillant avec la nature et pas contre. Donc voilà, c'est la première fois que je me tiens devant un public, c'est tout nouveau pour moi, donc voilà, c'est assez intimidant, donc soyez indulgents et j'espère que ça vous plaira. Donc les bases de la permaculture reposent sur 3 piliers fondamentaux. Alors il y a avant tout prendre soin de la terre et de la biodiversité, c'est-à-dire dans son jardin ou son potager.
Ensuite, il est important aussi de prendre soin de l'humain, donc en prenant soin de sa famille, de ses amis, des voisins et même des personnes qu'on rencontre sur son chemin. Et également produire et partager ses ressources. Donc c'est-à-dire quand on produit nos légumes, nos fruits, et également du coup les partager autour de nous avec également nos connaissances. C'est aussi important de pouvoir partager nos connaissances, c'est vraiment tout ce qui se complète. Alors tout d'abord, pour avoir un jardin potager en bonne santé, il est important dans un premier temps d'équilibrer son écosystème. Donc c'est-à-dire la biodiversité qui est présente. Donc plus la biodiversité va être importante, plus le potager sera équilibré, c'est-à-dire qu'il y aura la présence de moins de maladies et de nuisibles. Et pour cela, il est important du coup de mettre en place des pratiques et des aménagements. Donc, comme je vous ai dit, augmenter sa biodiversité, pour moi, c'est ce qui est le plus important quand on réalise son jardin potager. Donc, on peut pour cela mettre en place des abris, comme des tas de bois en décomposition au fond de son jardin, pour abriter des insectes. Ensuite, on peut également fabriquer une benche. Donc, c'est une haie végétale qui est réalisée à partir de branchages et qui va également permettre d'abriter et qui peut aussi permettre de protéger son jardin ou une serre, par exemple, du vent. Vraiment abriter, surtout en Bretagne, c'est vrai qu'on a beaucoup de vent. Et par exemple, pour moi, c'est ce que je vais mettre en place prochainement pour protéger ma serre. J'ai une serre de 18 mètres de long, donc qui prend vraiment tout le vent d'ouest. Donc c'est une alternative qui est assez sympa. Ensuite, ce qui est important, c'est les fleurs et les pollinisateurs. Donc essayez d'avoir le plus de fleurs possible autour de votre potager dans votre jardin. Vous pouvez par exemple laisser votre gazon pousser, c'est-à-dire les zones où vous n'allez pas marcher. Si vous avez vraiment un très grand jardin, on ne va pas marcher vraiment partout, donc essayez de faire des zones où il va y avoir le gazon qui pousse pour faire un gazon, une prairie fleurie. Donc ça c'est assez important. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous responsables de la biodiversité qu'on a dans son jardin. Donc c'est vrai que si on vient à tondre trop régulièrement et assez court ou apporter tout ce qui va être engrais chimique, du coup on va nuire en fait à cet écosystème et du coup à l'équilibre. Et du coup si vous voulez après avoir un potager heureux, il y aura des petits soucis. Donc voilà, il est important surtout de mieux la reconnaître pour mieux la comprendre et donc pour mieux la préserver. Ensuite, connaître son sol et l'observer. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important quand on débute. Donc, on peut observer son sol et donc voir grâce aux adventices dites mauvaises herbes. On a toujours tendance à les appeler mauvaises herbes alors qu'elles ne sont pas mauvaises parce qu'elles ont une utilité en fait au jardin et au potager. On peut les appeler aussi des plantes bio-indicatrices parce que en fait, elles vont donner une information sur la composition du sol. Ensuite, on va voir également ce qui va être la composition du sol. Donc on peut avoir une terre qui va être plutôt argileuse, qui va être collante et lourde. Donc elle va vraiment retenir l'eau. Elle se dessèche très lentement, mais elle est idéale par exemple pour tout ce qui va être les cultures de tomates, épinards et haricots. Après, on peut aussi avoir du coup, selon le situ, une terre qui va être plutôt sableuse, donc très drainant. Elle, du coup, elle ne retient pas l'eau à la différence. Elle se réchauffe très vite. Parce que l'eau forcément va s'évaporer plus facilement et donc va demander beaucoup plus de fréquence d'arrosage. Mais par contre, elle est idéale pour tout ce qui va être culture des légumes racines, c'est-à-dire tout ce qui va être carottes, radis et pamets. Mais voilà, elle risque d'être un peu plus pauvre et demandera d'avoir un peu plus d'amendements tout au long de l'année. Ensuite, on a également tout ce qui va être les sols limoneux. Donc ça va être un sol qui va se situer entre les deux, entre l'argile et le sableux. Voilà. Ensuite, tout ce qui va être pH aussi, c'est important pour savoir. Donc il y a un pH qui est à 7, donc ça va être neutre, le pH neutre. Ensuite, on va avoir un pH inférieur à 7, ça va être le pH du coup qui va être acide, donc qui est plus terre de bruyère comme on a surtout en Bretagne avec tout ce qui est rhododendron, azalée, hortensia. Et ensuite un pH qui va être au-dessus et qui va être plutôt basique.
Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire la rotation des cultures. Donc, on ne le fait pas tous, mais c'est assez intéressant selon les lieux. Alors voilà, on peut le faire lorsqu'il est possible, parce que des fois, on ne peut pas forcément tous faire ça selon la place qu'on a. Et également aussi, c'est intéressant de laisser aussi reposer son sol aussi de temps en temps, donc voilà, pour qu'il puisse se régénérer. Parce que c'est comme un organisme vivant, hein, on a tous besoin un peu de repos pour se préserver et se ressourcer. Alors quand on fait des rotations de culture, c'est-à-dire en fait qu'on ne va pas planter au même endroit les mêmes légumes chaque année. Ça va éviter tout ce qui va être les risques de maladie. Voilà. Par exemple, sous une serre, des fois ça peut être un peu compliqué de faire une rotation de culture parce que généralement on n'a pas tous une très grande serre. Et généralement, sous une serre, on veut surtout cultiver des tomates. Parce que c'est surtout l'intérêt, surtout en Bretagne, avec les conditions voilà, qu'on a, c'est compliqué avec le mildiou, tout ça, certaines maladies. Donc il est conseillé d'alterner aussi des cultures avec des fabacées. Tout ce qui va être févérole, trèfle, vesse, également les petits pois. Ce qui va permettre en fait d'améliorer le sol grâce à la propriété de fixer l'azote de l'air sur leurs racines. Et en fait, ça va libérer en se décomposant plusieurs nutriments assez précieux et après qui vont être disponibles pour les futures cultures juste après. Donc voilà, si on a la possibilité de le faire, c'est toujours plus intéressant. Après, voilà, c'est propre à chacun. Ensuite, tout ce qui va être association des cultures. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que y a certaines plantes peuvent attirer des pollinisateurs ou faire de l'ombre aussi, et également être utilisées comme tuteurs. Par exemple, on va avoir les maïs, on va les utiliser comme tuteurs, et les haricots vont monter par exemple sur le maïs. Ensuite, on peut l'utiliser aussi pour contrer les parasites aussi. Ils peuvent dégager une odeur qui va être comme un répulsif. Et ça va aussi libérer une substance chimique pour certains qui vont être bénéfiques ou néfastes pour certaines plantes. Par exemple, on va avoir les œillets d'Inde, le basilic, qui repousse et même détruit, surtout pour les œillets d'Inde, qui détruit aussi les nématodes. C'est des petits vers en fait qui peuvent du coup impacter en fait et attaquer les tomates par exemple. Et c'est pour ça qu'on les conseille au niveau des associations pour les tomates. C'est assez intéressant. Et donc ces deux plantes-là se complètent bien. Donc si vous avez aussi l'opportunité de le faire, ça ne prend pas de place. Et en plus c'est joli, ça met un peu de couleur aussi dans la serre et ça fait des fleurs et en même temps des légumes, c'est intéressant. Et après, on a vu aussi que les pois fixent l'azote dans le sol, donc c'est aussi bénéfique par exemple pour tout ce qui va être les pommes de terre. Voilà, c'est assez intéressant de pouvoir faire les deux aussi en association. Ensuite, les nuisibles. Alors ça, on a tous droit à avoir chacun des nuisibles différents dans son jardin. On retrouve surtout les limaces. Et voilà. Comment ? Elles détruisent tout. On est bien d'accord. Hein. Ouais, c'est assez compliqué au début. Et donc pour ça, l'idéal, moi après il y a différentes techniques. Je sais que celle qui fonctionne le mieux, en tout cas pour moi, ça va être le compostage de surface. C'est-à-dire, je partage en mettre un peu dans mon compost au fond du jardin, pour aussi avoir un bon compost en fin d'année. Mais également, je l'utilise en début de saison, au printemps, par exemple quand je vais être amenée là prochainement à mettre haricots. Et du coup, les haricots, généralement, ils sont tous mangés. Et c'est vrai qu'en mettant une barrière de compost en surface, du compost ménager, en fait, des déchets alimentaires, on va venir récupérer dans sa cuisine. On va tout de suite venir en fait les étaler en grosses couches autour des plantations. Et honnêtement, c'est assez incroyable. Ça évite vraiment, ça fait une barrière en fait naturelle et ça évite qu'ils viennent manger tout de suite les haricots. En fait, ils vont venir se nourrir tout de suite du compost ménager en fait, les déchets ménagers. Et il faut attendre que le compost soit personné. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est de le mettre vraiment frais. Plus il va être frais, plus il va attirer les limaces. Alors après, il faut aussi enlever les limaces de ce compost-là et en rajouter régulièrement du frais, parce que sinon ils vont finir par passer en fait cette barrière et aller directement manger vos haricots qui vont eux aussi être beaucoup plus frais. Mais honnêtement, je le fais régulièrement chaque année et ça fonctionne bien. Mais après, il faut être très régulier
Et après, venir aussi enlever quand il pleut, par exemple, moi j'y vais, et mon caouet, mes bottes, et je vais enlever à la main les limaces, les escargots. Je mets un seau et je les mets un peu plus loin. Ou chez le voisin, mais ça, faut pas le dire. Voilà, c'est ça. Mais ça fonctionne assez bien. Après, j'ai pas encore testé, mais cette année, je vais tester le purin de sureau, qui est un répulsif contre les rongeurs. Parce que moi, cette année, du coup, c'est un nouvel environnement. Donc, je découvre la biodiversité qui m'entoure et j'ai des soucis de rongeurs. Donc là, c'est plus compliqué encore que les limaces, je trouve. Parce que les limaces, on peut plus facilement les attraper que les rongeurs. Et aussi, voilà, c'est ça, parce qu'ils vont venir se cacher un peu à droite, à gauche. Et donc cette année, on l'a vu peut-être sur la vidéo, j'ai fait dans ma serre, parce qu'ils viennent dans ma serre, j'ai fait des balançoires à semis, j'appelle ça. Et en fait, ça va permettre de mettre mes semis en hauteur et en sécurité. Et donc là, ils ne peuvent pas du tout venir grimper, alors que jusqu'à présent, j'avais mis des tréteaux ou des tables, mais ils arrivaient en fait à monter par les pieds et à venir manger tous mes semis. Et j'ai eu des grosses pertes de semis au tout début. Mais voilà, il faut essayer après de trouver des alternatives sans être trop dans la lutte en fait, parce que c'est fatigant pour tout le monde et puis c'est pas non plus hyper sympa de détruire, quoi, de tuer concrètement les animaux. Donc voilà, malheureusement c'est assez compliqué, mais voilà, ça peut être intéressant. Et le purin de sureau qui peut être un répulsif, donc ça à tester aussi prochainement. Et vous le mettez où pour un sureau que les taper sur la... On peut directement en fait le mettre autour des plants, ouais. Pas trop près parce que je sais pas encore, j'ai pas approfondi trop le sujet, mais voilà, toujours essayer de mettre, comme faire une barrière en fait autour des plants. Oui, c'est ça. Puis après voilà, ça se prolifère et c'est un peu compliqué après à... C'est ça, voilà. Donc après on peut aussi tester des cages. Moi j'ai fait aussi des cages cette année. Mais moi je n'allais pas dans les cages et en fait j'ai eu un gros souci vraiment dans ma serre et ça me mangeait toutes mes cultures. J'ai mis quand même pour tester par précaution quand même une ou deux tapettes avec des cages et malheureusement j'ai mis une ou deux tapettes et c'est sur la tapette où il y a une souris qui est... Donc moi voilà, ça m'a fait beaucoup de mal, mais voilà, malheureusement des fois on fait comme on peut, mais j'avais vraiment testé d'autres alternatives avant d'arriver à ça. Voilà, il faut vraiment essayer de voir ce qui fonctionne chez vous, parce que des fois ça peut ne pas fonctionner chez d'autres, donc voilà, il faut surtout essayer en fait. C'est comme au potager, voilà, il faut essayer. Ensuite, donc, on va parler de soigner et booster son jardin naturel. Donc, tout ce qui va être purin, justement, qui va permettre de fertiliser, être un stimulant ou répulsif. Donc, par exemple, on va avoir du coup tout ce qui va être tout ce qui va être du coup ortie et coursoule et light. Donc ça, c'est top pour l'utiliser en purin. Donc moi, j'aime bien utiliser la coursoule, par exemple, pour booster les jeunes plants au potager. Donc ça, c'est assez pas mal. Alors c'est comme tout, il faut faire un purin et après le diluer avec de l'eau. Généralement, c'est 1 litre pour 10 litres. J'utilise aussi le lombricompost cette année, c'est une super découverte. On entend vraiment parler cette année du lombricompost un peu partout et je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc en fait, c'est un compost qui est fait par des vers, par des lombrics et qui est beaucoup plus riche que le compost normal qu'on va avoir au fond du jardin. Il va être vraiment beaucoup plus riche. Et je l'ai testé sur mon repiquage de poivrons cette année et je vois vraiment la différence. Ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus vigoureux. Donc non, c'est une belle découverte, c'est sympa. Ensuite, du coup, le sang des règles, voilà, moi. Donc c'est quelque chose que je vais utiliser tous les mois en fait. Et c'est très riche en azote. Donc ça peut un peu dégoûter certaines personnes, mais c'est quelque chose de naturel. Hein, voilà. Et donc voilà, j'utilise, parce que pour moi, je précise, j'utilise des culottes de règles réutilisables. Voilà, pour que les gens puissent comprendre un peu comment je le récupère. D'autres gens utilisent des cups. J'essaye de partager un peu ces choses-là. Et non, c'est assez intéressant aussi pour booster les cultures au potager. Et il y a également l'urine, qui est aussi très riche en azote. Et pareil, je l'utilise aussi en début de saison. C'est aussi intéressant, c'est très riche en azote. Pareil, par contre, il faut faire attention, c'est qu'il faut le diluer. C'est à raison de 10% pareil pour 10 litres, 1 litre pour 10 litres.
Et les serres posées. Hein? Et les serres posées aussi. Oui, et laisser opposer, parce que si on a des traitements, tout ça, au cours de l'année, bah, du coup, au moins, ça enlève toute trace de résidus. Le mildiou. Alors, le mildiou, du coup, on le reconnaît par des petites taches qui vont être plus huileuses. Et très vite, en fait, elles vont se nécroser. Et les feuilles vont se détacher et s'étendre aux fruits jusqu'à les faire pourrir. Donc ça, c'est vraiment le problème de tout jardinier. On finit par avoir le mildiou, en fait. C'est assez rare que les personnes l'aient. On finit tous par l'avoir en fin de saison. Donc c'est limite normal, surtout en Bretagne. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une serre déjà de base. Ça touche du coup les solanacées, donc les tomates, et également les pommes de terre. Alors moi, je n'ai jamais vraiment eu beaucoup sur les pommes de terre, mais voilà, les tomates, je finis par en avoir à la fin de la saison, généralement en fin d'été. Alors il y a plusieurs précautions à prendre par rapport au mildiou. Alors il est conseillé d'éviter au maximum de mouiller les feuilles, parce que c'est vraiment par rapport aux feuilles que ça vient se propager. Donc arroser plutôt le matin que le soir, ça c'est aussi quelque chose d'important. Ça évite un excès d'humidité. Il faut aussi ne pas trop serrer ses plants quand on les met en serre. Parce que voilà, sinon l'air ne va pas pouvoir circuler entre les plants et l'humidité va s'installer plus facilement. Ensuite, pareil, il ne faut pas tailler quand il y a un temps assez humide. Parce que pareil, c'est les pathogènes qui vont arriver. Et en plus, c'est une porte ouverte à cette maladie-là. Parce que du coup, on va venir blesser le plant. Et donc, forcément, qui dit blessé, qui dit le risque plus facilement de venir contaminer les plants de tomates. Ensuite, donc moi, je récupère en fait les plants de tomates à la fin de la saison, même s'ils sont touchés par le mildiou. Je les mets dans une partie du compost, pas le même compost, en fait je les sépare, parce qu'il est dit qu'il faut éviter de mélanger le compost avec les maladies des différentes plantes au potager. Alors moi je ne veux pas brûler ni jeter en déchettes, moi je préfère mettre dans une autre zone en fait, du potager qui va se décomposer peut-être plus longtemps pour être sûr que tous les risques, qu'il y ait de moins de risques en tout cas en récupérant après ce compost décomposé. Hein? Oui, après de toute façon dans tous les cas, même si dans ta serre, voilà, tous les ans, tu finis par avoir du mildiou dans tous les cas. J'ai appris que ça voyageait jusqu'à 50 mètres. 50 mètres? Ah ouais? Le mildiou, c'est un champignon qui va s'intégrer dans le sol. Donc si on a sur les tomates, même si on les enlève, il est déjà dans le sol. Oui, c'est ça, voilà. C'est pas aller jusqu'à ça. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est intéressant de faire des rotations de culture pour éviter de venir remettre des plants dans le sol qui est entre guillemets contaminé. Mais on veut dire que même si honnêtement on commence un nouveau potager, moi j'ai commencé un nouveau potager, il n'y avait pas eu de mildiou avant, j'ai fini quand même à avoir le mildiou en fin de saison en soi. Donc voilà, c'est ça, voilà. J'ai envie de dire, chaleur, voilà. C'est ça, voilà. Donc le plus important c'est d'essayer d'éviter qu'il arrive le plus rapidement possible, quoi. De le retarder le plus possible en faisant tous ces petits gestes au quotidien. Ensuite, pour le traiter naturellement, alors moi je ne le traite pas naturellement parce que c'est pas trop mon dada d'utiliser, il y a la bouillie bordelaise qui existe. Donc voilà, moi j'ai jamais testé, mais si on l'utilise, il faut l'utiliser par parcimonie parce que après ça peut venir impacter dans tous les cas le pH du sol. Donc voilà, si vous êtes amené à l'utiliser, faut faire ça avec précaution. Ensuite, utiliser et valoriser les ressources au jardin. Donc ça c'est intéressant, c'est que du coup on peut venir récupérer tout ce qui va être des déchets ménagers, donc de la cuisine, qu'on va venir apporter au compost ou en compostage de surface auprès des différentes plantes qui sont assez vulnérables aux attaques des limaces par exemple. Il va y avoir également tout ce qui va être fonte d'herbes et feuilles qu'on peut utiliser comme paillage, donc au pied des plants, pour les futures cultures à l'automne. Également les branches issues de taille qu'on peut transformer en broyat. Donc un broyat, c'est tout ce qui va être les vieilles branches sèches. Et on peut aussi transformer en BRF. Donc, BRF, c'est du bois raméal fragmenté, c'est un acronyme.
Et en fait, la différence, c'est que lui, du coup, on va utiliser plus des rameaux de l'année, des jeunes branches qui vont être vertes et qui vont, pour le coup, elles, avoir plus d'intérêt nutritif parce qu'elles sont encore fraîches et qu'elles ont des nutriments voilà, à l'intérieur. On peut également utiliser les branchages pour tout ce qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, faire une bench par exemple, des clôtures ou en tant que tuteur pour faire grimper des plantes au potager. Pareil pour le bambou aussi, j'ai pas mis, mais voilà, ce pont du bambou, on peut l'utiliser aussi voilà, pour tuteur, c'est assez sympa pour les tomates, tout ça. Après, avoir une serre, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est important au potager, surtout voilà, en Bretagne. Ça permet d'éviter tout ce qui va être mildiou, donc ça c'est assez important. Ça permet également d'avoir des légumes toute l'année, surtout en hiver, où la température du coup va être meilleure. Après, ça peut aussi avoir des effets aussi négatifs. Enfin, plus un désavantage, c'est qu'en fait, une serre, si on la débâche pas, le sol peut s'appauvrir si on ne vient pas l'arroser régulièrement et l'amender régulièrement aussi. Donc ça peut être bien, mais en même temps, il faut du coup dans ces cas-là s'en occuper. En fait. Il faut être beaucoup plus présent que si on était à l'extérieur. Parce que voilà, là il n'y a pas d'estivage, il n'y a pas. C'est des conditions particulières dans la serre. Et pour finir, du coup, l'objectif principal du jardinier, c'est du coup de pouvoir récupérer ses récoltes et de pouvoir les transformer, les conserver et se régaler durant tout l'hiver. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et voilà, pour les gourmands, voilà, c'est toujours une satisfaction à la fin. Donc il y a plusieurs méthodes pour conserver ces légumes. Ça va être la stérilisation, c'est-à-dire les aliments ils sont fermés hermétiquement dans un bocal et en fait ils sont soumis à une température élevée qui vont détruire les pathogènes. Ensuite on a ce qui va être la déshydratation. Donc ça on va avoir des aliments séchés à basse température. Ça va pas les cuire par contre, mais ça va enlever vraiment toute l'humidité, toute l'eau qui va être présente dans les aliments et ça va permettre de les conserver sans qu'ils pourrissent. Donc ça je l'utilise aussi, vraiment tous ces procédés, moi je les ai utilisés et je les fais aussi chaque année. Ensuite il y a la lactofermentation qui consiste à plonger des aliments dans de l'eau salée et qui va favoriser des bactéries lactiques et qui sont bonnes pour la santé, c'est des bonnes bactéries. Et ensuite, la congélation, comme on connaît tous, qui est la méthode peut-être la plus simple. Voilà, on récupère et puis on met directement dans le congélateur. Donc là, j'ai pas ramené beaucoup, je voulais les ramener, mais voilà, ça c'est des piquettes, c'est des courgettes agrues au curry. J'ai découvert ça il y a 2 ans, sur les réseaux, et franchement c'est super bon. Et je voulais en ramener, mais j'ai complètement oublié de prendre un bocal, mais ça me fait. Et c'est super sympa, c'est à base de vinaigre, d'eau, de sucre et de moutarde et de curry. Et franchement, c'est super sympa. Et moi, je les passe au stérilisateur, parce qu'on n'est pas obligé de les mettre au stérilisateur avec le vinaigre, le sucre, tout ça. On a juste à les retourner un peu comme les confitures. Et du coup, il n'y a vraiment aucun problème. Mais moi, je leur ajoute une stérilisation en plus, ça permet de les cuire. Et au lieu qu'ils soient vraiment croquants, ils sont parfaits. Ils sont un petit peu croquants, mais en même temps mous et fondants. Et franchement, c'est une belle découverte, cette recette-là. Je vous invite à tester si vous avez énormément de courgettes. Parce que c'est vrai que quand on a un potager, on a tendance à avoir la main lourde sur plein de choses. Et à la fin, on se retrouve avec une quantité énorme de légumes. Et des fois, on ne sait plus comment manger les courgettes. Et on essaye différentes recettes. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est ce que j'aime, c'est pousser en fait et découvrir d'autres alternatives et d'autres façons de faire. C'est vraiment, on part de la graine. On voit évoluer le plan, ensuite on est content de pouvoir venir récolter, voilà, faire la cueillette, tout ça. Et après, on va aussi pousser encore plus loin pour apprendre de nouvelles recettes, cuisiner. Et voilà, parce qu'on se nourrit tous les jours, donc forcément c'est un plaisir d'autant plus de manger ses propres légumes. C'est vraiment la satisfaction de pouvoir moi je prends vraiment du temps tous les jours pour m'occuper de mes semis, énormément, parce que j'ai un emploi à côté où je fais 35 heures. Et à côté, le matin à 6h30, je suis avec ma brouette en train de ramener tous mes semis dans la serre pour pas qu'ils passent la nuit, parce que forcément après il y a des risques de geler, tout ça, donc c'est compliqué. Donc, moi j'ai une
une quantité énorme de semis parce que j'ai une grande serre, donc plus on a une grande serre, plus on a de l'espace, plus on veut semer. Et du coup, après, voilà, il faut tous les jours ramener et puis rentrer ces semis le soir aussi pour les protéger d'une éventuelle gelée. Ensuite, produire ses plants et ses semis. Ça va être la partie semis. Donc, l'intérêt de réaliser ces semis, principalement, ça va être du coup, les graines qui vont être, ça va être moins cher en fait que les plants, tout simplement. Donc, il va y avoir également tout ce qui va être la variété des choix, et c'est beaucoup plus intéressant de trouver des graines. Des fois, on va pas avoir des variétés on va trouver des variétés en graines qu'on ne va pas forcément trouver en plants. Donc ça, c'est assez intéressant de faire ces semis. Il y a aussi l'adaptation au climat et à son sol. D'une région à une autre, on n'aura pas forcément les mêmes variétés et on aura surtout des plants qui seront plus adaptés à son environnement. C'est-à-dire si on a un climat très chaud et qu'on produit ses graines et surtout qu'on récupère ses propres graines de ses propres plants, on aura du coup une résistance plus efficace contre la chaleur en fait. Donc ça c'est assez intéressant pour adapter son plant directement à son environnement. Il sera moins fragile, il aura certainement moins de maladies aussi. Et avant tout, le plaisir du jardinage. Parce que mettre les mains dans la terre, c'est ce qui fait du bien. Voilà, il y a des hormones qui sont libérées et qui font du bien avant tout. De voir évoluer ces semis, de les observer, de les voir grandir. Voilà, c'est avant tout, je pense, un plaisir qu'on a tous en commun de faire son propre jardin. Ensuite, le matériel. Donc, on va avoir différents matériels pour réaliser ce semis. Moi, cette année, j'ai découvert la mini-serre chauffante. Jusqu'à présent, j'utilisais une mini-serre, mais pas chauffée. Là, celle-là, en tout cas, jusqu'à pour ma part, je préfère utiliser la mini-serre chauffante pour tout ce qui va être semis de poivrons, aubergines et piments. Parce que ça va être des cultures qui vont demander beaucoup de chaleur. Et donc, du coup, le fait d'avoir un petit coup de pouce, parce que il fait chaud, c'est pas forcément très chaud. Et des fois, en fait, c'est propre aussi à chacun selon l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire, on a des maisons qui sont plus ou moins chauffées. Donc, le fait d'avoir un petit coup de pouce avec une mini-serre chauffante ou un tapis chauffant, parce que c'est le tapis chauffant qui existe, je ne vais pas ramener le mien. Mais pareil, cette année, j'ai vraiment découvert ces alternatives qui sont assez sympas, qui permettent aussi de gagner du temps pour la germination. Parce que du coup, forcément, il y aura de la chaleur, donc ça va germer plus vite. Par contre, pour ma part, moi, je des branches quand les graines vont germer. Parce que ce qui est important, c'est de faire aussi avec la luminosité. C'est-à-dire que si on laisse chauffer alors qu'il y a une mauvaise luminosité, on risque d'avoir des semis qui vont continuer à avoir de la chaleur, donc ils vont évoluer, mais ils vont aller chercher la lumière qui va être trop loin et filer. Et après, le passage dehors. Oui, il y a ça aussi, l'acclimater aussi. Voilà. Après, moi pour ma part, je les sors tout le temps, tous les jours. Donc, même s'ils sont dans la serre, je laisse un peu la porte ouverte, un peu du courant d'air ou autre, ça va. Mais effectivement, c'est bien d'adapter aussi son plan aux vraies conditions qu'on va avoir. Sinon, après, on va avoir des plans qui vont pas du tout être adaptés et qui vont dépérir assez rapidement. Et donc, comme tous les ans, tous les jardiniers ont le même problème, c'est qu'ils sont très impatients de commencer leur semis. Moi-même, j'ai commencé certains semis un peu trop tôt et du coup, je n'avais pas une bonne condition, donc d'humidité et de chaleur. Je me chauffe avec un poêle qui n'est pas tout le temps allumé. Donc voilà, ça fait ça. Et ça va faire un plat qui va dépérir, qui va être hyper fragile, qui va casser. Donc de temps en temps, on peut arriver à les sauver en les mettant sous soleillant. Mais bon, c'est pas l'intérêt non plus parce qu'on n'aura pas un pont qui va être hyper vaillant, hyper fort. C'est pas comme vaut mieux attendre vraiment et les mettre dans de bonnes conditions. Après, je sais que chez moi, le problème, c'est un manque de luminosité qui fait que je suis obligée de toute façon, tous les cas, de sortir des semis tous les jours. Si je ne les sors pas tous les jours, ils ne vont pas être filés. Parce que j'ai le manque de luminosité, je ne sais pas adapter. Et comme ça, je n'ai pas les moyens d'avoir un petit environnement. En mars, avec les 12 heures de soleil. Mais voilà, c'est ça. La tomate, elle en a besoin de 14. C'est ça. Si on ne met pas dehors. C'est ça. Donc voilà, il faut être patient. Il faut arriver. Donc voilà,
chauffante pour les tomates, parce qu'on n'a pas besoin d'autant de chaleur que les poivrons. Là, je les ai mis là-dedans parce qu'en fait, j'ai triché un peu. C'est que du coup, j'ai utilisé la émissaire chauffante, comme je l'ai dit, juste pour les faire brûler. Quand j'ai vu qu'ils pointaient le bout de leur nez, j'ai débranché. Et l'avantage de celle-là, je trouve ça super sympa parce que j'en ai fait plusieurs sortes, c'est que celle-là, elle a des petits compartiments qui s'enlèvent. Alors que les miennes, j'en ai d'autres marques, n'ont pas les petits bacs, et du coup, je suis obligée de mettre la terre à l'intérieur. Et donc, là, j'aurais été embêtée parce que c'est une chauffante, et j'aurais dû l'emmener dans la serre. Et je préfère éviter d'abîmer avec la chaleur parce que ça me met la température dans la serre. Et ça aurait été dommage d'abîmer avec la chaleur toute la journée. Et là, l'avantage, c'est que je peux les sortir. Et le deuxième avantage, c'est qu'il y a des trucs en dessous. Donc du coup, en fait, on va pouvoir venir mettre de l'eau et ça va pouvoir en fait être absorbé par la capillarité. Ouais, voilà. Et ça, c'est un des arrosages qui est le plus intéressant, surtout pour les tomates, ça évite de mouiller aussi le feuillage. Et comme ça, il va y avoir tout le ce qu'il faut au niveau arrosage. Donc, de toute façon, c'est comme ça que moi je l'ai fait dans ma serre. Au niveau de l'arrosage, c'est que j'ai des grands bacs. Mais vous faites des petits godets dedans ou c'est... Non, alors tout à la main. Pour les prendre, vous allez faire comment? Ah, bah pour les prendre, en fait, je prends avec un couteau, mais à bout rond, ou un bâton, une petite cuillère, quelque chose d'assez petit et rond. Et je vais venir, en fait, aller profondément, hop, et les remonter, sans abîmer le plus possible les plantes. Après, il y a d'autres façons, hein. Chacun a sa méthode. Moi, je fais comme ça parce que, au tout début, je suis normal. Jusqu'à ce que ça germe. Donc, je sais qu'il y a des gens qui utilisent des plaques alvéolées qui sont là-bas, qui sont vraiment top. Mais moi, j'ai pas la place de mettre une plaque alvéolée pour le nombre de plants que j'ai ici. C'est-à-dire que là, je pense que je devrais avoir au moins 2 ou 3 plaques pour avoir le même nombre de plants. Et je sais qu'il y a des gens qui le font, donc c'est super, c'est même mieux, parce que du coup, le système racinaire du plant va être plus grand. Là, on le voit ici. Ça ne pas les racines. Ouais. Là, on voit par exemple, ça fait un petit pois. Là, c'est un petit pois. Et du coup, on voit le système racinaire qui, même là, demande à être planté. Parce que là, on voit qu'il forme un chignon. Et là, on montre que là, il y a quelque chose qui va être planté dehors pour pouvoir grandir et s'épanouir. Mais ça tombe bien, il va y aller demain. S'il ne pleut pas trop, c'est prévu. J'ai fait un petit tour à côté pour acheter tout ce qu'il faut pour grillage et tout ça. Donc, on en profite parce qu'on se prépare les moyens. Donc voilà, c'est plus avantageux. Au niveau du système partenaire, il y aura une meilleure reprise après pour le plat. Donc, si vous avez de la place, honnêtement, je vous conseille de les mettre individuellement. Et l'avantage aussi, c'est que du coup, vous allez pouvoir les repiquer beaucoup plus tard. Et vous qui ont plus de facilité à reprendre que moi, je vais les repiquer beaucoup plus tôt. Ils ne vont pas être au même stade. Voilà. Peut-être qu'ils mettent aussi plus de temps à évoluer parce qu'ils ont moins de nutriments, serrés, etc. Mais voilà, après, moi je trouve que c'est bien de tester plein de façons. Moi, chacun voit ce qui lui correspond, ce qui lui plaît, selon selon la place, la lumière. C'est assez intéressant. Après, j'utilise aussi des godets individuels, un peu de la récup. Voilà, dans les villes de la rue, jette après avoir planté les plantes annuelles. Moi, je les récupère. Et là, par exemple, c'est un repiquage de salade. Donc ça, on le voit ici. Et là, on voit après, quelques semaines après, des jolies salades. Donc là, on avait tourné ça. Pareil, les salades, je trouve que c'est bien. Donc là, c'est des grands dépassés. C'est un système racinaire assez important, la salade. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment... c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'utiliser la salade pour varier les choses. Là, c'est pas il n'y a pas si pour ça, mais quand même, Et tu les as fait germer dans la serre aussi, dans la serre portative. Est-ce que tu les as fait germer dans la serre portative aussi ou... c'est ça? Ah non, alors justement, les salades, il ne leur faut pas tout de suite, comment dire, si tu les fais à la maison, il faut tout de suite finir. C'est pas du tout un légume qu'il faut faire à la maison au chaud. Ça a besoin de plus de fraîcheur et dans la serre, c'est vraiment pas. Dans la serre, tu peux le laisser la nuit, ça ne sera pas de risque au niveau des choses, etc. Ça sera vraiment moins que le reste. Donc ça, c'est vraiment une culture qu'il faut absolument faire sous abri. Voilà, pour éviter que ça se mange par les escargots, tout ça, des petits visibles. Mais non, surtout pas à l'intérieur de la maison. Les graines, nous les avons prises par. Alors moi justement, j'ai pas ramené, j'aurais dû ramener. Ah, moi je C'est que. Alors vous pouvez, je sais qu'il y a des gens par exemple qui utilisent des plaques alvéolées
qui mettent 2-3 graines et après qui enlèvent celles, enfin, comme les carottes, en fait, Oui, quand qui il y en les a sélectionnent, voilà, et qui les jettent ou qui les repiquent. Et c'est aussi intéressant, c'est que du coup, ils laissent plus longtemps évoluer dans chaque plat aussi individuellement. Ça, je pense que la prochaine fois, je vais faire comme ça. Moi, je les mets dans des petits bacs comme ça. Je récupère aussi, généralement, des fois, quand j'ai des champignons, des choses comme ça, on a des bacs. Et ben, je les mets là-dedans pour gérer la vie. Je les aussi. Et j'en ai beaucoup, des fois beaucoup trop. C'est pas grave, c'est pour le grand plaisir des voisins. Et après, par contre, du coup, ils sont un peu cassés. Et je viens les retirer toute cette petite et je viens les repiquer en fait individuellement. Voilà. Après, c'est pareil, c'est vous qui voyez sur l'espace que vous avez. Mais effectivement, c'est une galère avec un par un. Après, vous avez aussi des stylos sur moi, mais vous pouvez aussi utiliser un stylo avec lequel je fais stylo. Ça fait un petit. Voilà, vous l'avez. Vous pouvez récupérer une graine par une graine et venir disposer avec le capuchon. Pas bête. Voilà, surtout pour les gens ou les hommes pour moi. C'est voilà, c'est plus simple. Ensuite, au niveau des stimuli, voilà, du coup, voilà, c'est plus des pâtes à douce. Donc là, je l'ai ramené en plus. Je trouvais ça sympa de montrer la culture des pâtes à douce. Donc il y a deux façons de faire aussi. Soit on les coupe, on les met en terre, soit du coup, on laisse faire un système Donc ainsi. là, vous allez couper des morceaux. Oui, c'est ça. C'est ça. Là, j'ai coupé plusieurs morceaux que je suis venue en fait enterrer dans de la terre. Alors par contre, la pâte à douce, elle demande énormément de chaleur. Et ça, il faut vraiment de chaleur. Moi, je suis sur un tapis chauffant, c'est génial. Franchement, sans tapis chauffant, ça commençait à courir. Honnêtement, ça commençait à moisir, à courir. Et du coup, j'ai eu tout de suite le tapis chauffant et honnêtement, ça fait une grande différence. Ça, c'est vraiment une culture avec le tapis chauffant qui serait vraiment, ou même la serre chauffante, on pourrait faire aussi. Par contre, on serait obligé rapidement d'enlever parce que ça prend de la place. voilà. Et aussi faire attention avec la serre chauffante ou une serre normale, c'est l'humidité à l'intérieur. Il faut aussi de temps en temps ouvrir parce qu'après ça peut pourrir en fonction de la quantité d'eau que vous mettez. Voilà, il faut toujours trouver un équilibre entre l'eau et pouvoir ouvrir ça, pas trop humide. C'est vrai qu'il est important de les chez nous, c'est juste. Par contre, après, l'été, la pâte douce, c'est comme on est arrivé. C'est-à-dire quand vous les plantez? Oui, quand on les met à en terre, il n'y a pas besoin de les mettre sous serre. Non. Après, on prend un bon paillage, quelque chose comme ça, il n'y a aucun souci. Ou en terre directement, il n'y a pas de souci. Il faut juste pareil que ça soit humide de temps en temps, comme tout pour que ça puisse pousser. Donc voilà, ça c'est un semis spontané dans la terre. L'année dernière, j'avais toute ma serre de tomates. J'avais 184 pieds, en 4 cm de tomates. Donc ça m'a eu beaucoup de boulot à tailler tout ça. Mais j'ai pu faire énormément beaucoup de ratatouille, de bolo régnienne aussi, avec des lentilles corail. Ceux qui veulent changer un peu, je donne des petits idées. Tomates confites aussi, oui. J'ai fait des tomates déshydratées aussi, en congèle. Et ça, après, on peut les remettre un peu dans une soupe ou dans des plats comme ça, réhydratés, c'est super sympa. Il y a vraiment des alternatives super intéressantes. Au niveau des tomates, moi je dirais après ça. Enfin, moi je le mets direct. C'est-à-dire que moi je fais un pilier vers en bas, ça abîme moins et je laisse s'enrouler jusqu'en haut. C'est-à-dire que tous les jours, depuis 2-3 jours, je vais venir tourner un peu mon plat de tomates autour de la ficelle que je vais venir accrocher en hauteur. Et moi j'avais beaucoup de tomates donc j'avais tout accroché dans la serre et c'était très lourd quand même. Donc cette année je vais essayer différemment, je vais mettre des bambous pour pouvoir faire une structure pour qu'ils puissent se tenir sur le bambou et non sur la serre. Je vais essayer d'autres alternatives pour éviter de trop solliciter la serre. Parce que c'est quand même assez lourd dans les tomates, ça a son poids. Mais vous pouvez assez rapidement, moi je dirais à partir de là, vous pouvez commencer. Comme vous voyez que je commence à toucher du nez, mais dans l'idéal, faites avant. C'est mieux de faire avant, de préparer avant de planter comme ça. On n'est pas pris au dépourvu et d'avoir son plan qui casse, l'autre avec la pression des fruits. Après, il y a des gens qui les laissent courir parce que de base, c'est un légume qui rentre, donc c'est pas. Voilà, c'est ça. Et c'est nous, en fait, qui avons surtout pour gagner de la place, généralement, au tuteur. Généralement, ça se développe super bien tout seul. Mais bon, après, le risque, c'est du coup, la quelque chose d'avoir un bon jeu,
C'est toujours le problème aussi après. C'est de voir un peu les différentes variétés qui sont plus adaptées ou pas par rapport à ces variétés-là. En fait, les tomates cerises, on peut plus se permettre de laisser du feuillage ou de les laisser ramper. Ça a tendance à avoir une meilleure résistance. Mais après, je veux dire, c'est propre à chacun aussi. C'est pour limiter que la chez soi. Toi, par exemple, toi, tu es dans un endroit où tu as énormément d'eau, tu es dans une maison vallonnée, tu as beaucoup d'eau. Mais moi, par exemple, c'est à 50, donc mon potager en haut et le jardin, enfin, la maison est en bas. Donc ça a tendance à s'écouler assez rapidement. Des fois, je vais mettre un peu d'eau en haut. Donc, voilà. Après, il faut essayer. C'est comme tout ça. Il ne faut pas hésiter. J'aimerais faire ma veste. J'ai un petit peu de temps. Maintenant, j'ai déjà sur ma veste. Donc Charlie, tu disais que tu mettais du paillage sur tes patates douces. Donc c'est quoi le paillage? C'est juste de la paille comme ça? Ouais, tu peux mettre, ouais. Je pars sur le Toi, tu fais patate quoi? douce. Moi, je vais surtout sur les pommes de terre. C'est-à-dire que moi, je fais la culture il y a deux façons de faire la culture des pommes de terre. C'est qu'on peut le faire soit en terre directement, comment? En tour aussi, oui, il y a même d'autres façons. Ça, dans des pots aussi, directement. Dans des gros pots, on rajoute au fur et à mesure de la terre pour les buter. Mais également, moi, je les fais surtout juste avec du paillage. Je ne les plante pas en terre. Vraiment dans la terre. Pour les pommes de terre, c'est quand même nouveau parce qu'habituellement, on fait le sillon, on creuse, on met la pomme de terre. Là, dans la paille, et tu as de jolies pommes de terre. Oui, c'est ça. C'est ça. Curieux, Non, hein? c'est intéressant. C'est bien, c'est super. Ça, c'est une révolution presque. C'est pas. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai mis sur ma pelouse, j'ai mis la paille, j'ai rajouté la paille. Et Oui. ensuite, après, on écarte, ça fait comme production champignon. Et vous en avez eu C'est des exactement belles. ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut se servir au fur et à mesure pour sa Mais consommation. agréable, c'est pas de la paille, mais Non. c'est le vent, c'est pas. Même pas, non. Ça a tendance à se tasser un peu en fait. Ça a tendance à se tasser un peu. Et moi, je l'arrose bien au tout début, quand j'ai mis, et après, ça se passe en fait. Après, j'aime moins utiliser la paille parce que c'est plus carboné. Je préfère utiliser le foin qui va être plus azoté. Voilà. Il y a ça aussi. La paille, c'est bien, mais ou alors l'utiliser plus quand elle est un peu décomposée. Parce que sinon, la paille pour se décomposer, du coup, en se décomposant dans le sol, va venir prendre les nutriments, l'azote, pour se décomposer, donc piquer un peu aux autres cultures. Donc ça va un peu embêter l'évolution de notre culture. Donc quand on peut, il vaut mieux faire avec du foin ou de l'herbe aussi. L'année dernière, j'ai fait avec de l'herbe, cette année, je vais faire avec du foin. C'est surtout par rapport aux matières que j'ai à disposition. L'année dernière, j'avais plus de facilité d'avoir de l'herbe, cette année, c'est avec du foin, j'ai su récupérer facilement. Mais Charlie, comment tu as eu l'idée de mettre tes pommes de terre dans de la paille comme ça? Grâce aux réseaux Tu as entendu ou tu as... Oui. Tu l'as entendu? Oui, j'ai copié. D'accord. Ouais. Non, mais voilà, c'est Instagram aussi, c'est super intéressant et c'est grâce à ça. Ça permet d'échanger. Voilà, c'est qu'on échange aussi, voilà, on rencontre de nouvelles personnes et c'est hyper enrichissant. Et on découvre de nouvelles alternatives, de nouvelles méthodes, c'est hyper intéressant. Puis après, c'est à nous de faire des propres expériences, de voir ce qui fonctionne et ce qu'on préfère. Et après, moi, je suis là aussi pour repartager voilà, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et puis c'est super, quoi. C'est comme ça qu'on va réussir à avancer. C'est chouette. Et puis comme ça, les vers de terre, ils ne sont pas dérangés, quoi. Non, dans cette culture-là, la terre, elle n'est pas... Et l'avantage aussi de cette culture-là, moi j'aimais l'utiliser par exemple comme j'utilise sur mon gazon, c'est pour préparer une zone pour l'année prochaine. C'est-à-dire que cette culture-là, comme on va venir mettre du foin ou de la paille, et ben en fait ça va asphyxier l'herbe qui est en dessous et ça va venir préparer le sol pour l'année prochaine. Et donc du coup ça évite physiquement de venir bêcher ou retirer une zone, s'embêter à enlever la terre, alors qu'on peut facilement faire ça juste en faisant une culture de pommes de terre. Et honnêtement, la terre après elle est hyper meuble. On ne se rend pas compte, mais il y a plus du tout d'herbe. Et c'est vraiment la terre. Elle est hyper meuble, elle est hyper légère, c'est aéré, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Moi, j'ai découvert toute cette culture, ça fait 3 ans que je la fais. Et franchement, je la fais à chaque fois dans des endroits où je réfléchis avant en me disant, là, j'aimerais bien les prochaines cultiver dans cette zone-là. Tiens, je me prends en avance. Je vais cultiver des pommes de terre, du paille, du l'herbe, à cet endroit-là pour préparer pour l'année prochaine. Donc, en fait, voilà. en permaculture, tu ne vas pas retourner la terre, tu ne vas pas utiliser un motoculteur. Alors justement, au tout début, quand je suis arrivée dans cette zone-là,
Pour mettre la serre, par exemple, j'ai dû retourner avec un gros monoculture toute une zone parce que j'avais énormément de courses. C'était vraiment au tout début, parce que je ne pouvais pas retirer tout à la main, c'était vraiment trop compliqué. Mais par contre, après, non, je ne viens pas du tout retourner, ou alors sur quelques centimètres pour aérer et affiner un peu. Et ben non, je bêche, non, je viens juste retourner sur quelques centimètres. Parce que voilà, parce qu'après on va venir retourner en fait les différentes strates du sol, et donc en fait on va perturber la vie du sol à l'intérieur. Hein? La tue. Voilà, c'est ça, tout à fait. Il y a des micro-organismes qui vivent à Que entre au-dessus. 0 et 20 cm et d'autres qui vivent entre 20 et 40. C'est ça. Le fait de pêcher, on inverse tout et on prend le Voilà, c'est ça. Et on veut bien faire parce que bah, ça apporte de l'oxygène et c'est comme ça que les. Mais quand vous mettez du compost sur la terre, comment vous les gérez? Ah, moi j'avais Des un fixes peu. légèrement. Ouais. Juste. C'est ça. C'est ça. Moi, Non, je mais. fais toujours avec le compost. Mais c'est ça que voilà, c'est mieux. Il faut penser voilà, à toute cette biodiversité qui permettent voilà, d'avoir de bons légumes et d'avoir une meilleure terre. C'est vrai que c'est les idées reçues justement d'avant et en fait on évolue de plus en plus. On se rend compte qu'avant on faisait des erreurs. Alors oui, on arrivait à produire des légumes, tout ça, un bon rendement, mais derrière on se rendait compte qu'en fait on ne prenait pas soin de notre terre, on ne prenait pas soin du vivant qui était en dessous. Et on se rend compte que en prenant soin du vivant, on peut aller plus loin. Alors qu'avant, ils ne prenaient pas soin du vivant, donc ils arrivaient à faire des rendements et des bons légumes, mais sur une courte durée. Et nous, on ne veut pas une courte durée, mais on veut pouvoir beaucoup plus longtemps. Avec eux, en fait. On travaille avec eux. Eux travaillent avec nous. Et c'est en prenant soin du vivant qu'on arrive à prendre soin de cette terre qui nous nourrit et qui est très important aujourd'hui. Ces valeurs-là, pour lesquelles je suis là aussi aujourd'hui et les partager, des fois, on n'y pense pas forcément. On se dit, c'est juste ça, puis on ne les voit pas forcément sous les yeux. C'est pas un chien ou autre qui est assez gros et imposant. C'est plus petit, mais ça a aussi le droit de vivre. Et on ne se rend pas compte que ça joue énormément, ça a un rôle très important dans l'évolution des légumes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Que dire voilà, je vais peut-être vous parler juste un petit peu du coup des graines. Charlie, je voudrais savoir ce que tu as planté là. Là, ici? Oui. Oui, alors ça, c'est des épinards. Donc là, j'ai fait une plaque alvéolée. Donc ça, c'est une plaque alvéolée. Donc celles-là, elles sont sympas, c'est qu'elles ont vraiment beaucoup de terre. Donc là, on peut avoir un bon système racinaire. Et là, c'est des épinards. Donc là, ce sont des épinards. Ouais, là, j'ai mis trois petites graines, du coup. Et après, je vais pouvoir les repiquer individuellement. Généralement, j'en mets une, comme ça, moi, je suis sûre de pouvoir repiquer plus facilement et juste en mettant la mini-motte en terre. Mais là, pareil, pour un gain de place, j'ai préféré en mettre trois. Voilà. Donc, soit je vais les... Ils sont beaux, là, déjà. Et encore, ceux-là, ils sont tout frais. Oui. Et qu'est-ce que tu as semé comme variété? Ceux-là, c'est des butterfly. Butterfly. Voilà. Butterfly. Ouais. Donc après, les graines que j'utilise principalement, moi, c'est vraiment des graines bio, reproductives et libres. Donc ça, c'est vraiment important. Après, on a du conventionnel qu'on retrouve aussi partout. Mais voilà, c'est moins intéressant, franchement, parce que le conventionnel, c'est-à-dire que c'est une culture qui a reçu un traitement phytosanitaire et la graine aussi, on est quand même à fond descendu. Donc voilà, c'est pas des traitements chimiques. Même si nous, après, on va venir cultiver en bio, voilà, on part quand même de quelque chose qui est moins sympathique. Après, il y a tout ce qui va être culture, qui va être. Après, il y a la graine, tout ce qui est biologique, du coup, qui n'a aucun traitement sanitaire et la graine. Donc ça, du coup, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir venir récupérer d'année en année ces graines. Et c'est vraiment ça qui est le plus intéressant aussi au niveau des jardiniers. C'est vraiment le but ultime, c'est aussi de récupérer ses propres graines pour vraiment, comme on a dit, avoir des graines adaptées à son climat. Et puis c'est aussi financièrement moins cher, tout simplement aussi. On va pas se mentir, hein, c'est aussi quelque chose qui est moins cher et qui est super facile aussi à faire. Est-ce que ça t'arrive parfois de balancer des graines directement dans le jardin, dans le potager, sans faire les semis avant? Alors, j'ai pas forcément lancé. On peut faire des bons seeds là, comme ils appellent ça.
Et on peut enfin, si on a plein de graines qu'on récupère chez soi, avec des fleurs, etc., on peut venir créer des petites boules qu'on va venir éparpiller à droite à gauche en ville, voilà, pour essayer d'égayer un peu notre ville. Mais sinon, non, j'ai surtout des plantes qui vont se ressemer spontanément, comme les tomates. Là, vous pouvez montrer là-bas, cette année, je les ai juste récupérées du sol pour les repiquer et voir vraiment ce que ça donne. Voilà, Ils sont beaucoup plus résistants. alors par contre, oui, eux, du coup, vont être vraiment adaptés à mon sol et aux conditions climatiques. Et encore plus parce que ceux-là, je fais un test en les laissant la nuit aussi dans la serre. Voilà. Donc au risque de tomber, mais ceux-là, voilà, comme j'en ai déjà plein qui sont en cours et j'ai fait attention, ceux-là, je verrai bien ce que ça donne. Donc ça, voilà. C'est un petit test aussi. Et sur les tomates, vous avez une grosse tomate chez Africa. Vous avez des variétés qui sont plus résistantes que d'autres. Alors au niveau résistance, ouais, au niveau résistance, je sais pas. On va dire que je ne suis pas vraiment intéressée au niveau résistance. Après, moi, c'était plus le côté goût et couleur qui m'intéressait aussi, pouvoir varier aussi le côté aussi esthétique dans l'assiette. C'est quand même sympa d'avoir des jolies tomates, surtout quand on en a 25 variétés. Après, moi, j'aime bien la blush. Je la trouve assez. C'est bien, je ne l'ai pas, je l'ai pris en photo les graines, enfin, les tomates. Mais la blush, elle est assez ovale et orange. Je trouve qu'elle a un goût un peu sucré. Et, du coup, je trouve que ça change un peu de la tomate ordinaire, la citron. Après, il va y avoir la brown muguet qui est assez intéressante de chez la ferme Sainte-Marthe, que j'aime beaucoup aussi, qui est pareil, qui est ovale, qui a tendance à avoir un bon rendement. Et ensuite, je pense que c'est pareil, je pense que c'est en fonction de l'environnement de chacun aussi, hein, je pense. Ça joue beaucoup. Je pourrais pas dire qu'il y a une variété vraiment mieux que les autres. Après, c'est comme tout, c'est les goûts, les couleurs, c'est propre à chacun. Mais après, au niveau des grosses tomates, par exemple, moi j'aime bien la corne des Andes. Ça, je la trouve super sympa, elle est vraiment avec beaucoup de chair. La cornue des Andes. Ah oui, Corne des Andes, c'est vraiment super sympa. puis elle a une forme particulière. Super sympa. Après, on va avoir la noire de Crimée aussi, qui est la plus courante aussi, qui est bonne. Moi, par exemple, cette année, celle où j'ai été déçue, c'est la cœur de bœuf orange. Je l'ai trouvée beaucoup plus fragile. Elle se détachait, c'était vraiment de l'eau à l'intérieur. Donc là, Tu l'as cultivé comment? Tu l'as cultivé l'année dernière? Ouais. Parce que j'en ai mis cette année et je veux. Ah, ouais, j'en ai fait, ouais. C'est bon. Moi, j'ai pas, honnêtement, ouais. J'étais déçue. Après, tu me diras, toi, peut-être que. Ouais. Mais ouais, j'en ai mis pas mal, et honnêtement, par contre, ça a des belles, hein, c'était joli, mais honnêtement, au niveau du goût et de la texture, tu coupais, elle se vidait, c'était, ouais, elle se maintenait pas. Charline, j'ai vu une tomate aussi qu'on peut, je ne sais pas si on l'appelle pas la tomate du voyageur, oui, qu'on peut enlever facilement des morceaux comme ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle était bonne, celle-là Elle aussi. s'appelle tomate voyage. Et du coup, c'est. Ah, la tomate voyage, on peut la décortiquer comme ça facilement. C'est ça. En fait, Oui. c'est un peu comme plusieurs tomates cerises qui vont être collées les unes aux autres et qui vont former une tomate qui ressemble à. Pas une tomate. Qu'est-ce qu'elle était bonne, celle-là. Et celle-là, on sait qu'on peut venir s'amuser à la découper en fait, comme des quartiers, mais voilà, en découpant les petites tomates cerises collées les unes aux autres. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant, c'est que on essaie de varier un peu les variétés pour que ça change un peu, quoi. Puis on aime bien découvrir un peu. Oui, et puis quand on veut la manger comme ça, même en se promenant, voilà, on enlève des morceaux, ça se décortique. C'est ça. Non, elle est assez agréable. Je sais pas si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas. Oui. Je commence mon potager aussi et du coup cet hiver je l'ai paillé. J'ai testé deux types de planches. Il y en a une où j'ai mis du carton et l'autre où j'ai mis de la tonte de pelouse. Et le type maintenant j'aurais aimé le cultiver et il me reste des trucs dessus de paillage. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je dois l'enfouir dans le sol ou le mettre dans mon compost Alors après ça va dépendre de ce que tu veux cultiver. C'est-à-dire si tu veux faire des semis par exemple directement en terre, tu vas devoir quand même enlever ton paillage pour avoir la terre nue, ce qui facilitera du coup les semis. Après, du coup, dans l'idéal, tu peux après revenir mettre ton paillage un peu plus tard quand tes semis auront évolué et voilà, sans étouffer tes semis.
Après, non, c'est pas forcément conseillé de le retourner complètement dans la terre parce que voilà, on évite de faire d'impacter trop la vie du sol. Tu peux venir mélanger un tout petit peu si vraiment voilà, tu veux avoir un peu de terre. Mais dans l'idéal, si ta terre est vraiment meuble en dessous, tu peux facilement faire un trou. L'idéal, c'est d'écarter. Par exemple, si tu vas venir mettre des courgettes, tu écartes un petit peu, tu fais un rond, et ensuite tu viens mettre ton plant de courgettes. Comme ça, après, il va se développer petit à petit. Et après, quand il sera un peu plus grand, tu pourras venir remettre du paillage. Parce qu'il y a ça aussi, si tu mets ton paillage trop près, ça peut soit venir l'étouffer, ou soit venir plus facilement avoir les limaces aussi. Donc, dans l'idée, au tout début des jeunes plants, c'est bien d'avoir quand même le moins de paillage autour. Moi, j'aime bien décaler un peu et remettre après quelques semaines après le paillage autour. Ça évite l'apparition, que tu fasses manger tes plants. Ou après, tu peux venir aussi mettre des bouteilles. Je sais que j'utilise des bouteilles en plastique exprès que je stocke tout l'hiver. C'est des grosses bouteilles de 5 litres que je coupe en deux. Et du coup, en fait, ça me fait une cloche. Et j'enlève le bouchon. Et ça, je le fais par exemple pour les salades. Chaque année, pour toutes les salades, je vais venir les protéger les premières semaines des cultures. Les 3 premières semaines, quand le plant est assez jeune, comme là, je vais venir en mettre quelques-unes demain au potager à l'extérieur. Et je vais venir en fait les recouvrir d'une bouteille coupée en deux. Et du coup, après, quand la salade aura vraiment évolué, ça sera plus grosse, je vais venir enlever la cloche. Il y a ça aussi, les semis, c'est aussi intéressant, ça évite aussi qu'on vienne se faire manger tout de suite les plants par soit les oiseaux, soit les limaces, ou les rongeurs. Du coup, on va avoir un plant qui sera beaucoup plus développé et qui sera moins stressé, qui sera moins jeune. Donc, du coup, il sera beaucoup plus moins attractif pour les nuisibles. C'est un des avantages, on a moins de pertes. Honnêtement, je trouve qu'on a moins de pertes. Pareil pour les haricots, maintenant je les fais que en rodé aussi. Je les fais que comme des petits pois, tout le temps. Ouais, tout le temps. Je trouve que, en tout cas pour ma part, je trouve que j'ai beaucoup moins de pertes au niveau de la culture. J'économise des graines en fait. Alors peut-être un peu moins de terreau, parce que forcément j'utilise du terreau. Vous pouvez utiliser la terre aussi de base dans ce jardin si elle n'est pas trop compacte, pour pas étouffer non plus. Mais honnêtement, ouais, j'ai beaucoup moins de pertes. Je les plante comme ça, et il y a aussi un avantage, c'est qu'on gagne du temps. Parce que quand on fait ses propres semis à l'intérieur, par exemple là, si vous avez mis en serre, je vais gagner 2 ou 3 semaines par rapport à si je les avais mis en terre, parce que la température du sol n'est pas encore suffisamment chaude pour faire évoluer son plant. Donc c'est vrai qu'il y a des petites choses à prendre en compte qui peuvent vous faire gagner du temps et qui aussi vous permettent de ne pas perdre tous vos plants, quoi. Et aussi qui économise, c'est plein de petites choses à prendre en compte. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations au tout début quand on commence. C'est vrai qu'on ne sait pas trop par quoi commencer, mais après j'ai envie de vous dire qu'il faut essayer. Il faut juste essayer et puis apprendre aussi de ses erreurs comme pour la vie de manière générale. Voilà, quand on tombe, on se relève et puis après on sait qu'il faut faire attention. Mais voilà, juste foncer et puis voilà, essayer et puis regarder ce qui fonctionne. Ensuite, je vous ai mis un petit calendrier du mois de mars à avril, les différents semis qu'on peut réaliser. Donc là, le mois de mars, ça a été bien pour tout ce qui est tomates. Là, on va arriver vers la fin, donc il n'est pas encore trop tard, mais voilà, vous pouvez lancer encore ce week-end un semis de tomates. Après, il va y avoir tout ce qui est en semis du coup en calcaire, tout ce qui va être roquette, tout ce qui va être épinards, carottes, donc ça, c'est assez intéressant. Après, là, prochainement, au mois d'avril, là, ça va être la lancée pour tout le monde de tout ce qui va être éco. Là, ça va être à fond les ballons, de toute façon, jusqu'au mois de mai, c'est la course au semis. On est bien occupé au potager. Donc là, voilà, le week-end prochain, ça va être courgettes, les 2 prochains week-ends. Moi, j'aime bien faire mes courgettes, c'est un semis qui en 3 semaines évolue super bien. Donc j'aime bien les faire à partir de mi-avril. Début et vraiment mi-avril, c'est à fond les courgettes jusqu'à mai, mi-mai, pour après échelonner en fait les cultures. Ce qui est bien aussi, c'est ça, comme les salades. Genre pas en mettre 90 comme moi j'ai fait il y a 2 semaines. Mais après j'aime bien la salade. Voilà. Mais voilà, après ça va être échelonné au fur et à mesure, et puis c'est sympa. On sait que toutes les semaines on va avoir des petits semis à faire de salade, des petits semis de courge à faire au fur et à mesure, qui permet de pouvoir récolter tout au long de l'année. Donc ça c'est aussi intéressant. Il y a les haricots aussi qui sont arrivés ici. Donc j'ai pas encore fait, mais je pense que d'ici 2 semaines, de pouvoir commencer les haricots.
après, bah, voilà, tout le reste. On va arriver dans les 2 jours où la liste va être longue. Et là, du coup, bah, je vais vous montrer un petit peu comment moi je réalise mes semis pour terminer voilà, cet échange. Jusqu'à présent, on utilisait par exemple moi, du terreau, enfin, là je l'ai pas là, mais du terreau universel pour faire des semis. Parce que c'est vrai que c'est moins cher de manière générale que de terreau à semis. Mais cette année, j'ai testé le terreau à semis pour plusieurs raisons, parce que je trouve que vraiment c'est un peu galère de faire des trous. Par exemple, moi ici, je fais des trous assez serrés. Et quand on utilise du terreau universel, on a tendance à avoir à l'intérieur des cailloux, des morceaux de bois, enfin des gros morceaux. Et c'est vrai que quand on arrive à faire des petits trous assez serrés, assez réguliers, et bah, quand on tombe sur un caillou ou un bout de bois, franchement, c'est pas pratique. Et je me suis dit que cette année, et les autres années, j'allais utiliser du terreau spécial semis pour les réalisations des semis avec des petites graines. Tout ce qui est petites graines comme les tomates, les anis, les choux, je vais vraiment utiliser du terreau spécial. Et ensuite, après, tout ce qui est grosses graines comme les pois, les épinards, je peux, ça empêche, ça pose pas trop de problème. Tout ce qui va être haricots et tout ce qui est courge, juste terreau universel, c'est très très voilà. Après, généralement, il est un petit peu plus riche aussi que d'autres spécialistes. Mais honnêtement, moi je trouve que ça n'a pas impacté spécialement mes cultures d'avoir utilisé jusqu'à présent du terreau spécial universel. Normal, Charline, tu mets toujours des gants pour travailler? Alors non, pour protéger les mains? Au début, on met des gants, puis après, en fait, on se rend compte qu'il faut attraper un truc et un autre, et puis en fait, on finit à avoir les mains. Voilà, c'est ça. Là, j'ai fait mes ongles ce matin avant de venir. Il faut être un peu plus présentable, mais on finit par les enlever. En plus, après, on ne sait plus où on les met. Ça continue à Oui, on sent la terre, évidemment, à main nue, mais protéger les mains quand même. Comment? Il faut se protéger quand même un peu les mains parfois. Quoi. Oui, voilà. Ça dépend ce que l'on fait. C'est ça, c'est ça. Quand on manipule des ronces, puis là. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Alors, moi j'ai une méthode un peu particulière. J'aime bien mouiller mon terreau avant de le mettre dans mes contenants. Je trouve que c'est plus simple. Voilà, c'est propre à chacun, mais moi je préfère pour plusieurs raisons. Quand je mets mon terreau en idée par exemple, je vais vous montrer. Je vais faire avec ça, comme ça je vous montre la démonstration. Voilà pourquoi je finis sans les gants, parce qu'à un moment je enlève les remets, Oui. et après je oublie de les remettre, et oups. Alors, par exemple, on va mettre du terreau qui n'est pas mouillé. Voilà, on aurait peut-être dû mettre un truc en dessous. Je sais pas pour ça. Je ferai le ménage après. C'est quand on fait qu'on pense et qu'après on améliore. C'est comme au potager. Le début, c'est pas trop de réussite. Et après, à force d'expérimenter, on réussit. Et de persévérance. Et quand on prend un terreau comme ça, spécial semis, il y a des nutriments dedans qui aident à... Oui. Par exemple, celui-là, je ne sais pas si c'est indiqué. Généralement, des fois, tu as des algues aussi dedans. Qui aident à la pousse des graines. Oui, c'est ça. Voilà, il y a un complément plus... Ah oui, il booste le... Voilà. Moi, par exemple, j'utilise... Souvent, il y a un peu d'engrais aussi. Oui, ouais. Mais du coup, naturel, en tout cas, quand on utilise... Parce voilà, que moi, je mettais de la terre de sous-bois à un moment donné, c'est pas bon, non. Ça ne doit pas être assez, peut-être un peu sec, non. Mais, je pense qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait dedans. Généralement, on dit que c'est riche en humus, mais en même temps, les sous-bois, c'est assez ombragé, donc généralement, il n'y a pas non plus trop, c'est pas si riche que ça en fait. Voilà, non, je ne trouvais pas que c'était très riche. Ouais.
Après, généralement, c'est bien de mélanger dans tous les cas avec différents... Oui, oui. Après, j'ai Voilà. mélangé ma terre de sous-bois avec de la vraie terre, quoi. Et ça allait mieux, ça allait mieux. Voilà, faut tester. Voilà, faut tester. Jusqu'à présent, c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment testé, beaucoup testé d'autres alternatives. Je suis toujours, je suis toujours restée sur le terreau, une valeur sûre, en fait. Oui. Voilà. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, Donc, du coup, tu tasses bien ta terre, alors. ouais, Tu faut la tasser tasses sans bien. trop non plus. Il y a un juste milieu, parce que sinon, ça va trop compacter après et ça va pas être terrible. Mais par exemple, je trouve que quand on fait comme ça, alors ça va fonctionner aussi, hein, on va avoir un semis, tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je trouve qu'après, quand on vient mettre de l'eau, même en ayant tassé un peu, l'eau va venir imbiber, enfin le terreau va venir imbiber l'eau, et en fait, ça va réduire au niveau de la hauteur. Et je trouve que des fois, si on a mal tassé un endroit, on va se retrouver après, quand ça sèche, avec ça en moins de terreau. Et en fait, ce qui est important dans la levée des semis, c'est qu'on essaye de mettre le terreau jusqu'au ras-bord, le plus possible. Parce que si on ne met pas au ras-bord, par exemple pour un petit godet, si on ne met pas au ras-bord, en fait, tout ce qui va être au niveau du terreau jusqu'en haut du contenant, ça va être une montagne en fait. Pour venir, c'est comme si c'était une montagne. Imagine que nous, on est au milieu de la montagne, le soleil est en haut, et il va falloir gravir la montagne pour réussir à percevoir le soleil. C'est un peu le même principe, et honnêtement, ça peut empêcher un petit peu, quoi. Ça va pas non plus être... Voilà, c'est ça. Ça peut plus facilement s'étioler ou filer. C'est des termes qu'on emploie pour ce genre de situation. Donc ça c'est bon, et je vais vous dire. Alors, par contre, du coup, moi j'essaye de voir en mélangeant du coup la texture de mon terreau, parce qu'il est important aussi d'avoir un terreau qui est juste humide, qui n'est pas trop mouillé. C'est-à-dire que quand on presse, je vais vous montrer, quand on pèse dans la main, il ne faut pas que ça devienne mouillé. Parce qu'après, ça peut faire pourrir les graines. C'est pas forcément hyper bien. Et l'avantage aussi de cette méthode-là, je trouve que c'est qu'on va beaucoup plus facilement maîtriser la quantité. Désolée, hein, j'ai froid et je n'ai pas l'habitude de parler longtemps. La quantité d'eau. Et du coup, je trouve que c'est mieux. Enfin, on peut vraiment voir la quantité d'eau qu'on met et puis ça évite, par exemple, quand je vais venir arroser, de mettre trop d'eau ou d'impacter du coup la graine. Parce que généralement, si des fois on est un peu bourrin, on va mettre de l'eau, on va y aller trop rapide et du coup ça va venir enlever du terreau. Des fois on va avoir la graine qui va apparaître, enfin voilà, ça peut même décaler des fois la graine ou la faire sauter ou enlever du terreau. Et je trouve que cette façon-là, je vous montrer. D'habitude, j'ai mon bac en zinc à la maison, dédié à ça. Mais là, on a trouvé une autre alternative. Il faut juste que je tienne le bac pour pas qu'il s'échappe. Voilà, on fait comme si on faisait de la cuisine. Hop. On mélange. Donc ça fait les bras en même temps. Là, par exemple, moi, on est bien. Là, j'appuie et c'est pas en train de débouliner comme en mode sauvage. Là, on arrive à former une petite boule. Et du coup, ça, c'est la texture moi, qui me convient bien pour les semis. Après, même si vous mettez un peu plus d'eau, c'est pas très grave non plus. Là, c'est parce que je trouve que c'est ce qui est vraiment bien, en tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer. Je me pose une question, comment tu vas faire pour y mettre les graines après? Ah,
suis allée récupérer mon petit bâton. J'aime bien avoir un petit bâton pour faire les trous. Alors pour les gros contenants, je mets mon doigt dedans directement. Mais là, comme c'est quelque chose d'un petit peu plus... Bon là, je pourrais mettre mon doigt en soi. Mais pour, par exemple, des ministères, où je fais vraiment des petits trous, j'utilise un petit bâton. Voilà, je trouve par terre, avec les moyens du bord, hein, on récupère. Et comme ça, après, je peux venir mettre graine par graine. Elles ont l'air de consommer vachement beaucoup. Ouais, par contre, ouais. Ouais, c'est vrai que ces plaques-là, il y a beaucoup de théo. Je regardais Olivier, il en parlait de celle-là, et au final, il était revenu sur Ce sont des autres plus petites. Ouais. Ouais, j'ai vu aussi. J'ai vu beaucoup sauter. Je suis d'accord avec toi. Moi, par exemple, pour ces plaques-là, je crois que je fais 3 plaques pour un paquet de terreau de 20 litres. Non, 40 litres. Bah, c'est les paquets de 40 litres. Ah oui. Oui, ça me vient. Et encore, moi, je le. Ouais. Oui, nous, on a remarqué la conso. Après, pour les tomates, ça fait pas mal, parce que tu as le temps de la laisser vraiment longtemps dans les enveloppes. Bah, comme les petits pois. C'est pour ça que les petits ça pois. racine vachement vite, je crois, par rapport à tout. Mais ou les haricots, c'est pareil. Et ça, par contre, je trouve ça bien. Franchement, ils sont super bien poussés. J'hésitais justement Parce que les tester certaines plaques comme Ouais. ça. Tu peux alors celle-là en plus elles sont bien parce que moi j'ai un petit doigt et par contre avec ça tu peux quand même venir mettre ton doigt pour enlever, pas totalement. Donc si Tu peux amorcer si jamais c'est bien. Oui, tu peux un peu, ouais, mais elles sont un peu, je pense pas autant rigides que mais les tiennes, toi, elles sont plus. Elles sont de la moitié. La moitié, d'accord. Mais du coup, Charline, il y a des petits trous en dessous ou quoi? Oui. Ah, il y a des petits petits trous pour que du coup l'eau puisse s'écouler. Comme ça évite du coup de garder trop d'eau à l'intérieur. Et en plus, l'avantage, c'est que tu peux mettre après dans un grand bac et venir, comme je disais tout à l'heure, venir y mettre de l'eau. Et par capillarité, ça va remonter et ça va venir arroser tes plants. J'avais jamais vu, tu vois, des grandes plaques comme ça, là. Ouais, j'avais jamais vu. C'est vrai que c'est nouveau, ça? Justement, de plus en plus. Et c'est surtout au niveau des maraîchers, en fait, qu'utiliser surtout des plaques. Des plaques comme ça à semis, ça s'appelle des plaques alvéolées. Et en fait, maintenant, tu peux retrouver des plaques alvéolées de différentes dimensions, avec plus ou moins de trous, plus ou moins profonds et plus ou moins larges. Et en fait, après, c'est à toi de voir selon les différentes variétés ce qui est plus ou moins adapté. Comme on disait tout à l'heure, il y a des légumes qui vont avoir un système racinaire beaucoup plus gros et qui du coup vont avoir besoin de plus de terreau pour se développer. Voilà. Par exemple, moi, cette année, j'ai bien faire plein d'expériences pour pouvoir apprendre encore davantage. Et j'ai testé de faire des laitues, de les repiquer dans des tout petits plaques alvéolées, mais vraiment pas larges, quoi, enfin pas précisément. Mais en fait, la laitue, c'est un système racinaire hyper important. Et en fait, du coup, j'ai remarqué en faisant des tests en les repiquant dans des godets comme ça, et en fait, on peut voir, je crois que c'est celui-là, la différence en 2 semaines de temps, que du coup, ils ont stagné, ils n'ont pas du tout évolué ou très lentement. Et il y a aussi ça a un impact aussi sur l'évolution de vos plants, de mettre plus ou moins de terreau. Ça peut même stopper l'évolution parce qu'ils n'ont plus soit de nutriments et qu'ils n'ont plus de place. Après, il faut un chignon. Et après, le chignon, comme on sait, c'est hyper mauvais. Il va falloir l'enlever, etc. Et ça impacte la reprise. Mais oui, c'est hyper bien. C'est hyper bien. Enfin, moi, je fais principalement que ça. À part, comme je vous ai dit, pour lancer mes semis au tout début de tomates et piments et poivrons. Oui, puis c'est plus facile que d'avoir un pot, d'avoir une plaque comme ça, évidemment. Oui, après, dans tous les cas, on est quand même obligé de les repiquer dans des pots, parce qu'au bout d'un moment, on va avoir le petit plant de tomate qui sera quand même qui sera repiqué en fait, parce que le système racinaire il aura besoin et parce que du coup il faudra qu'il est dans un plus gros pot pour lui-même grandir. Parce qu'il y a ça aussi, le plant va s'adapter aussi au pot, la contenance. Donc dans tous les cas, il va falloir que tu le repiques à un moment donné. Mais plus tard. Donc du coup, ça sera mieux quand même. Parce qu'il sera moins stressé. Parce que plus on va repiquer son plant, plus en fait il va avoir un peu de stress. Et tu as dit que tu t'aidais d'une petite cuillère pour enlever le plant. Ouais, c'est ça. Une petite cuillère. Voilà, cuillère ou autre chose. Après, c'est ce qu'on a sous la main. Oui, je vais me dépêcher un peu, parce que je ne sais pas tout l'heure, ça va l'heure?
exemple, là, on a un caillou. Voilà. Tout à l'heure, c'est bon. Donc, du coup, Intéressant. t'en as pas du tout, toi, tu prends quelle marque, toi? Je prends celui de chez Maison, là. Ouais. C'est quoi, ouais? Floraga. Ok. Tu l'as jamais essayé? Il est bio, celui-là? Ouais. Ok. Non, j'ai jamais testé. C'est vrai? Mais j'ai cru voir sur vos vidéos. Ouais. Ok. Floraga. Ok, bah, intéressant. Il est bien riche, il est bien. Alors, c'est un terreau qui est prévu pour faire de la motte. C'est avec du presse-motte. Ok, ouais. En fait, il est vachement libre. C'est pour ça que on va le tester. Ouais. En plus, j'aime bien. Bien quand intéressant. ouais. Ok. Ça marche. Mais par contre, il n'y a pas de caillou. Ouais. Après, ça va. Il y en a un. Ouais, mais c'est pas petit là. Non. T'as mis il est où là? C'est énorme. Ouais. Et bah, des fois, on a. Moi, j'utilisais une autre marque jusqu'à présent. Enfin, Ah, enfin, bah oui, ils m'ont appelé. ah, Je bah, que je teste un truc il aussi. n'y a que des cailloux. Ah ouais? Et que des boutoirs. Mais là, à côté, le du sol, ça change. C'est mieux. Alors, moi, je préfère. Donc, après, tu verras, peut-être que on est racheté cette année aussi dans un autre endroit, et honnêtement, Ah, ça dépend peut-être des séries aussi. je sais pas. Franchement, j'en ai acheté quand même déjà pas mal. Hein. Je suis déjà au moins une dizaine De marque testée? Non, pas de marque, de sacs de terreau. Ah ouais, ok. Sur la même marque. Quoi. Mais j'ai toujours les gros morceaux, tout ça. Donc, du coup, là, on va faire des petits plats. Parce que, bah, moi, j'aime bien faire des petits plats là-dedans. Donc, pour vous montrer, moi, là, je tasse un peu. Bon, voilà, je suis descendante. Voilà. Donc là, je tasse un petit peu. Et l'avantage de là, c'est que là, quand je vais venir arroser, bon, déjà tout ça, je ne vais pas pouvoir tout arroser parce que je vais la table. Mais du coup, ça va venir se tasser un peu. Et après, on va avoir moins de terreau. Et des fois, comme je vous dis, ça va venir enlever un peu de terre dans le terreau ou montrer la graine ou déplacer un peu la graine. Selon l'arrosoir qu'on utilise, parce que des fois, il y a plus ou moins. Je sais pas compliqué. Des fois, l'arrosoir, il va venir abîmer. Quoi. Donc, après, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Mais c'est vrai que j'ai une préférence à mouiller tout de suite ma plaque. Et au moins, je mets la quantité d'eau vraiment nickel, adaptée. Et après, bah, voilà, l'idéal, c'est de venir après l'arroser par capillarité par le dessous. Au moins, on est sur. Comment? Ça évite de faire courir la graine. Aussi, oui. Au moins, ça vient. Après, par contre, il ne faut pas que ça y ait tout le temps l'eau aussi au fond. Il ne faut pas que ce soit constant. Sinon, là, on va avoir une humidité beaucoup trop importante. Et là, par contre, ça va faire courir la graine. Donc, Surtout pas faire avec les haricots. Ouais, tu fais pas que les haricots, ouais. Ouais. Les haricots, j'ai jamais fait non plus. Enfin, moi, En plaque comme ça? Si en plaque, mais pas par capillarité. Ah oui. Ouais, j'ai jamais fait. C'est les tomates où je le fois, fais. Ah ouais? Ok. Ça Où marche. est-ce que tu prends tes graines? Tu as des références? Oui, alors, et du coup, là, cette année, je fais la ferme Sainte-Marthe. La ferme Sainte-Marthe. Je teste la ferme Sainte-Marthe. Après, j'ai déjà aussi fait l'année dernière la ferme Sainte-Marthe. Mais voilà, par contre, je reste sur des graines biologiques reproductibles. Et donc, du coup, Comme ça, vous récupérez pas les graines en fin de saison. Alors, Si, quand même. ouais, bah justement, c'est l'intérêt d'avoir des graines. Vous en achetez, vous faites des. Oui, alors oui, bah, en fait, ça va dépendre. Par exemple, tout ce qui va être petits pois, ça c'est top. Haricots, c'est top à récupérer aussi. Ouais, tu peux les laisser sécher un peu. Voilà, c'est ça. Généralement, en plus, on en a abondamment, donc on peut toujours en récupérer de fin de saison, il n'y a aucun problème. Les tomates aussi, c'est hyper maintenant toutes les graines de chaque saison. De temps en temps, c'est le plaisir de craquer, oh, il y a une nouvelle variété, on peut la prendre, voilà. Voilà, c'est ça. Après, il y a des échanges aussi qui sont entre d'autres jardiniers, donc ça c'est cool aussi. Et par contre, tout ce qui va être courge, ça, je déconseille vraiment parce qu'après, il peut y avoir des hybridations. C'est-à-dire qu'après, vu que il y a les pollinisateurs qui viennent, s'ils viennent polliniser par exemple ta fleur de ta courge et qu'ils viennent après dans une autre fleur d'une autre courge, ben en fait, il peut y avoir un mélange entre différentes variétés. Et ce qu'il faut savoir avec les courges, ça peut être toxique. Ouais, c'est joli. Voilà. Et imaginez que votre voisin, il a des colocates, c'est des courges d'ornement qui ne sont pas comestibles. Et ça peut être très grave. C'est une grosse intoxication. Donc si on n'est pas sûr de son coup, parce qu'après on peut aussi faire la pollinisation manuelle, c'est-à-dire que nous-mêmes on peut venir polliniser d'une fleur à une autre, et après fermer la fleur, etc. Voilà, et puis après, bon, il faut aussi se dire que la nature est aussi faite pour faire les choses.
Donc autant la laisser aussi faire tranquillement. Je pense qu'on a déjà assez de choses à faire soi-même au jardin. Voilà, je pense que après chacun est libre de faire, c'est de récupérer vraiment un plan et après on est sûr aussi voilà, de garder cette variété au fur et à mesure des saisons. Mais après, si on récupère une graine, enfin, une couche qu'on a fait nous-mêmes, on n'est pas sûr que l'année prochaine, elle risque de dégénérer en fait. Et après, bah, voilà, il y a des chances de tomber malade si on n'est pas sûr de la faire. Voilà, donc il vaut mieux éviter parce que j'ai déjà eu des retours de gens qui étaient vraiment malades. Hein. Donc bah, pour cela, on peut utiliser le doigt. Donc par exemple, voilà, moi j'aime pas faire comme ça parce que quand on retire le doigt, bah, il y a la moitié du terreau qui part, je trouve. Alors que quand on fait ici et qu'on retire le doigt, bah, ça a tendance à être plus compact. Voilà, après il faut tester et moi je trouve que c'est plus agréable. Et là, voilà, quand on est, je trouve que voilà. On fait tout simple, hein. Je ne vais pas faire tout ça. Alors là, j'ai fait un par alvéole et là, j'ai relancé d'autres où j'ai fait 3 par alvéole. Ça va dépendre après des variétés de graines. Mais ouais, moi C'est en fonction de la variété du petit pois que tu fais ça Comment? C'est en fonction de la variété du petit pois Ah non, non, ça dépend du légume, quoi. Oui, voilà, ça dépend du légume. Et puis ça dépend aussi à l'endroit où je veux mettre, si je veux mettre plutôt en poké ou espacé. C'est du grappin. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis c'est vrai que bah, jusqu'à présent, j'avais certains légumes que j'avais jamais semés non plus. Donc je préfère mettre un pour voir aussi bah, la grandeur du légume, enfin voilà, de voir un peu comment ça évolue. Et après, bah, tu peux en mettre plus ou moins selon les variétés. Il a des petits pois pour les mettre en pleine terre. Ça peut être en pleine terre, mais quand on n'a pas de serre. Ouais, c'est important, je pense, c'est des valeurs, tout ça qu'il faut. C'est important. On s'y intéresse de plus en plus par rapport à la société, tout ça. Et justement, par rapport à ça, j'avais fait une petite conclusion assez qui me tient à cœur de vous partager. Et je disais que comme quoi notre impact sur la planète est devenu tel qu'elle menace notre vie. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et qu'il est important de travailler avec la nature plutôt que contre, en travaillant surtout avec un sol vivant. Donc vraiment éviter de retourner tout ça pour impacter. Sans produit. Enfin, désolé, non, mais je vous remercie. C'était le sujet d'hier. Je vous remercie. Il y a des conflits. Je vous remercie. Donc, il est important voilà, de ne pas utiliser de produits dangereux afin de ne pas mettre en danger notre environnement ou notre santé tout simplement. Les données scientifiques sont claires. Nous faisons face à une urgence mondiale sans précédent. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour l'ensemble des êtres vivants, humains, responsables, et non humains, embarqués avec nous dans cette catastrophe sans en être responsables. Les activités humaines, quelles qu'elles soient, infligent des dommages irréversibles à tous les organismes vivants sur cette planète. Une extinction de masse des espèces est déjà en cours. Nous devons agir maintenant à toutes les échelles, individuelles et collectives. Nous polluons l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et la terre qui nous nourrit. Il est important que nous soyons de plus en plus nombreux à contribuer à la naissance de demain. Donc si l'on souhaite être en bonne santé et offrir à nos enfants, à nos familles une nourriture de qualité, il ne tient qu'à nous d'essayer. Voilà. Pour finir cette présentation. Voilà. Bah, merci en tout cas d'être venu. Merci. J'espère que voilà, vous êtes contents d'avoir passé un moment en ma compagnie. Et que j'espère que j'ai pu vous transmettre les valeurs qui me tiennent à cœur et j'espère que ça pourra être utile pour vos futures cultures. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour, même via, je ne sais pas si vous avez Instagram ou Facebook, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à me montrer vos différentes expériences et puis ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger ensemble. Donc voilà, merci encore. Je vais encore te poser une question. Petite fille, tu aimais travailler la terre déjà? Oui. Ah oui? Oui, alors il faut savoir qu'il y a des gens qui construisent des cabanes en l'air, et moi en fait j'avais ma cabane dans la terre.
Donc j'avais mon voisin, en fait, on avait creusé une cabane sous terre. Donc en fait, on passait plus notre temps à avoir les pieds dans la gadoue ou dans l'eau, mais voilà. La terre déjà Ouais. petite. Ouais. On avait même un balcon en face, et en fait, on s'était mis une tyrolienne. On avait chacun notre petit balcon avec des tomates cerises. On avait mis un panier, et on tirait la tyrolienne comme ça, un fil, et on s'envoyait un petit panier avec des petits légumes qu'on avait sur notre balcon. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé vraiment à m'occuper du jardin de mes parents à l'époque. Oui. Ouais. Et puis voilà, j'ai pas osé continuer cette passion, parce que forcément, c'est pas quelque chose qui est très valorisé dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai envie d'y croire et puis d'essayer. Et en tout cas, c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui et qui m'anime. Voilà. J'espère que j'ai pu vous transmettre cette passion aussi et en tout cas continuer à évoluer aussi de votre côté. Oui, à partager. C'est ça, avec c'est les ça. autres. Donc, merci. Merci, Jeanne. Merci beaucoup.